Figurez-vous que Gerasimov est vivant. Qu'est-ce qui nous permet de dire cela? Eh bien, c'est cette vidéo publiée ce matin. Regardez et surtout écoutez attentivement ce qu'il dit. Prix d'État pour la libération d'Avdiivka. Je vous félicite pour ces récompenses et je vous souhaite de continuer à libérer nos terres. Oui, général, il parle de la libération d'Avdiivka. Donc c'est daté, donc on sait que cette vidéo est récente. De ce que l'on sait, il est toujours chef d'état-major. Oui, Oui. A priori, il est toujours vivant, ce qui est bien. Au moins, on sait où il est. Mais d'un autre côté, pour être plus sérieux, rappelez-vous quand même, Zaloujny, l'année dernière, on ne l'a pas vu pendant des semaines, sinon des mois. Lui, c'est pareil. Finalement, le boulot d'un chef d'état-major, c'est pas de se montrer à la télé. Oui. C'est de commander ses troupes sur le terrain. Alors, on a eu toujours on a eu plein de suppositions depuis 2 ans. Gerasimov blessé, mort, disparu. Même Shoigu, on s'est posé la question à certains moments. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le fait majeur, c'est qu'il se montre très bien. Mais je pense que ça fait partie aussi de la stratégie de communication dont on a parlé tout à l'heure. Parce que finalement, d'un côté, on a monté le ministre avec Poutine. Maintenant, on monte le chef d'état-major des armées russes. Donc, à mon avis, tout est bien planifié pour montrer les uns après les autres tous les acteurs du conflit pour que ceux qui regardent voient bien que c'est tenu. Ouais. Ils sont là. Et ça tue d'ailleurs beaucoup de rumeurs, parce que la rumeur Gerasimov, on l'a encore vu il y a quelques semaines du côté ukrainien. Donc voilà, c'est une affaire recalée, mais parce qu'on exploite la bataille d'Avdiivka et qu'effectivement il y a les élections qui arrivent. Donc on est bien dans une stratégie de communication du gouvernement russe. Ça tamponne la victoire à Avdiivka, évidemment. C'est sans doute pour ça qu'il réapparaît. Et alors non seulement ça la tamponne d'un point de vue militaire, puisque là il les décore pour leur courage sur ce terrain-là. Mais on peut aussi quasiment s'en amuser. Écoutez toujours cette conversation entre Vladimir Poutine et Sergueï Shoigu hier au sujet donc du retrait ukrainien. Quelle heure était-il? 11h, c'est ça? Vous étiez de nouveau ici avec le chef d'état-major et avez rapporté que cette fuite chaotique avait lieu à Avdiivka. À ce moment-là, si j'ai bien compris, le commandement militaire ukrainien a donné l'ordre à ses forces armées de se retirer alors qu'elles étaient déjà en mouvement et quittaient cette localité. Alors, il s'en amuse quasiment, fuite chaotique, débâcle peut-être, est-ce qu'on peut parler de débâcle? En tout cas, regardez ce que dit le New York Times aujourd'hui. Les estimations du nombre d'Ukrainiens capturés ou portés disparus varient et un décompte précis pourrait ne pas être possible tant que l'Ukraine n'aura pas consolidé de nouvelles lignes défensives à l'extérieur de la ville. Mais 2 soldats reconnaissent le retrait de l'Ukraine, connaissant le retrait de l'Ukraine, estiment qu'entre 850 et 1000 soldats semblent avoir été capturés ou portés disparus. Les responsables occidentaux ont déclaré que cette fourchette semblait exact. Alors, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Charline Hurel, merci d'être avec nous. Vous êtes en Ukraine, en mission depuis plusieurs semaines maintenant. On sait que la situation à Avdiivka a été très violente pendant des semaines, très violente pendant le retrait ukrainien, et certains assurent avoir même dû laisser leurs blessés derrière eux. Oui, c'est le récit qu'on a eu de ces soldats lorsque nous étions aux alentours d'Avdiivka pour tenter de comprendre comment tout ce retrait s'était passé. Et c'est ce qu'ils nous disaient, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas nous donner un nombre ni de blessés ni de prisonniers, mais ils nous disaient ce nombre est assez important. Et en effet, il va falloir attendre la consolidation de ces lignes de défense pour pouvoir faire le décompte. Malheureusement, c'est triste de le nommer de cette manière-là. Alors c'est vrai que ce qu'ils nous racontaient parmi différentes brigades, c'était un retrait avec parfois l'impossibilité de faire venir des évacuations et donc de devoir partir en laissant les blessés derrière eux. Et puis aussi ce retrait qui est forcément fait sous le feu russe et en disant nous partons avec un certain nombre et lorsqu'on arrive sur les lignes ukrainiennes, plus loin d'Avdiivka, on se rend compte qu'il n'y a pas la moitié des personnes avec qui nous sommes partis. Voilà en tout cas les récits que nous avons pu récolter, des récits précis à certains endroits, mais pas encore de chiffres exacts sur ce qu'il s'est réellement passé. Alors, restez avec nous. C'est vrai qu'on se souvient de ce jeune homme que Gwen de Bono avait interviewé, qui disait ça, qui disait j'ai laissé des copains blessés sur le front, on n'a pas pu les ramener. Tout à l'heure, Nivin Potros nous parlait de ce que disait l'ISW au sujet de toutes ces opérations entre Poutine et Shoigu. C'était fait pour glorifier Poutine et démoraliser l'Ukraine. Ça marche sans doute un petit peu, et le moral était déjà un peu attaqué. Je voudrais que vous écoutiez cet homme-là. Il est à bout de force, évidemment, tant physiquement que moralement. Nous avons un gros problème. Parce que nous manquons d'hommes.
Les gens ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient au début de la guerre. Nous avons besoin de renforts. Beaucoup d'hommes sont épuisés. Nos hommes sont depuis longtemps dans les tranchées. Vous voyez comment le temps est? Pluie, neige, neige. Les soldats tombent malades et sont hors de combat. Nous n'avons personne pour les remplacer. Charline, c'est évidemment extrêmement touchant d'entendre cet homme dire cela. On a perdu l'enthousiasme, ce retrait et la façon dont il a été opéré, évidemment, peut poser un problème à l'état-major pour recruter de nouveaux soldats? Oui, et là encore, les voix du terrain sont importantes parce que lorsque nous étions dans les alentours d'Avdiivka, bon, déjà, on voit le visage de ces soldats qui sont recouverts de boue, qui ont le regard presque vitreux. C'est assez impressionnant. Et lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'il vous faudrait, c'est la première fois qu'on entend autant cette phrase revenir en disant « il nous faut des hommes ». Ils se reprennent en disant « il nous manque des hommes, il nous manque surtout des hommes motivés ». Et ça, eh bien, ils sont quand même plusieurs à avoir insisté dessus en disant qu'en l'état des choses, pour le moment, ce ne serait pas possible d'assurer une réelle défense. Alors, c'est vrai que la mobilisation, vous savez, c'est une question qui taraude beaucoup ici en Ukraine depuis plusieurs mois. Quel a été réellement l'effet de cette tombée d'Avdiivka sur la volonté des Ukrainiens ou non de s'engager? Forcément, ces images, elles tournent en boucle sur les télévisions. Impossible d'apprécier la manière dont tout cela est pris du côté des Ukrainiens qui ne sont pas encore engagés sur le front. Ce qui est certain, c'est que ceux avec qui on a pu parler nous disaient qu'il y avait quand même un sursaut aussi qui avait été provoqué. C'est assez paradoxal, mais ils nous disaient là on constate que le pays ne va pas bien, qu'on est dans une situation extrêmement critique et qu'en effet il va falloir trouver ces hommes motivés pour pouvoir continuer les combats. Merci beaucoup Charline, merci à Camille Souhaut également qui est avec vous. Trouver ces hommes motivés, c'est ce que dit aussi le New York Times d'ailleurs, encore lui. La capture de centaines de soldats, en particulier ceux ayant une expérience du champ de bataille, rendrait le besoin de troupes supplémentaires plus aigu et compliquerait les efforts visant à en recruter davantage. C'est quand même assez impressionnant, Vincent Crouzet. On a entendu parfois, au fur et à mesure que la guerre progressait, des soldats dire il nous manque des hommes, etc. Là, c'est un commandant d'unité, un commandant de brigade d'ailleurs, qui dit on a perdu l'enthousiasme, on a besoin de monde, on n'est pas bien, quoi. Jamais on avait entendu un commandant dire ça de façon aussi claire. C'est important d'observer la guerre à hauteur d'homme, en fait, à hauteur de combattants, et ça je le dis vraiment sous le contrôle de François. Pour les corps, pour des combattants, c'est vraiment un moment difficile. On est à la fin de l'hiver, ils ont été éprouvés pendant 2-3 mois par un froid intense, par la malnutrition aussi. Il faut bien se rendre compte qu'en hiver, en Ukraine, on ne mange pas de légumes, on ne mange pas de fruits. Donc, il y a certainement des carences alimentaires. Donc les hommes sont fatigués physiquement, sont tout simplement fatigués physiquement. Et ça, vraiment, il faut le prendre en compte. Maintenant, sur l'affaire des 1000 combattants qui manqueraient, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'en l'état actuel, avec la manipulation constante des images par le Kremlin et par l'état-major russe, on ne nous les montre pas, ces prisonniers et ces hommes. Parce qu'effectivement, ce serait tellement tentant s'il y avait effectivement 1000 prisonniers capturés sur la zone. Alors c'est possible, parce que qui dit 3 brigades qui ont évacué au dernier moment la ville, ça signifie entre 12 et 15 000 hommes, effectivement peut-être de manière chaotique. Mais pourquoi les Russes ne nous les montrent pas, tout simplement? Ce sont les Ukrainiens qui donnent cette information. Ils manquent à l'appel, en tout cas. Ils manquent à l'appel. On ne les voit pas. Ils sont soit morts, soit faits prisonniers, soit des blessés qu'on a dû laisser sur le champ de bataille parce qu'ils étaient... Il n'y avait pas ce que nous expliquait Charline, c'est abominable. Oui, mais pourquoi pas d'image de propagande russe sur les concernant? Qu'est-ce que vous en pensez, Général, vous? Je dirais que quand même, vous vous êtes référé au New York Times, quand même, donc ce sont des chiffres qui viennent quand même de sources extérieures. Oui. Alors, non, pour être très précis, elles sont données par des combattants eux-mêmes. Et le New York Times dit, attendez, je reprends le texte, le New York Times très exactement dit, cette fourchette semble exacte. Les responsables occidentaux déclarent que cette fourchette semble exacte. Donc il y a quand même un recoupement. Maintenant, je crois qu'il faut reprendre la bataille telle qu'elle a été faite. Si vous reprenez l'article de ce matin du Kyiv Independent, qui rapporte un certain nombre de témoignages sur la bataille d'Avdiivka, ça corrobore un petit peu cela quand même, en remettant en cause d'ailleurs le commandement ukrainien dans la conduite de la bataille.
dans des pertes importantes, finalement, non seulement en hommes, mais aussi en matériel, et que finalement, à part les quelques troupes qui auraient pu se désengager d'une manière organisée, une autre partie a dû se débrouiller pour partir, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique dans une ville assiégée. Il n'y a rien d'extraordinaire, même si c'est terrible. Voilà. La problématique, le problème qui ressort, c'est peut-être effectivement ce que vous disiez, au-delà du manque de munitions, un problème de commandement. Et ça peut être inquiétant pour la suite. Oui, tout à fait, mais je pense aussi que quand vous regardez comment s'est passée cette bataille avec une ville complètement encerclée depuis des mois, avec aussi, je dirais, la conviction que cette ville allait tenir parce qu'elle a été fortifiée depuis 2014, qu'elle était quand même relativement bien équipée. On parle de 3 brigades, effectivement, donc on est encore dans les 10-12 000 hommes, effectivement, qu'elle avait 2-3 derrière, en plus en appui, ce qui fait beaucoup de monde. Mais je pense que là, il y a un moment donné, ça s'est effondré d'une manière ou d'une autre. D'abord parce que les Russes ont mis les moyens, que ce soit en hommes ou en tir, bien entendu. Et il est vraisemblable quand même qu'à un moment, et ça, tous les témoignages le montrent, même si ce sont tous des témoignages individuels, c'est pas collectif, faut toujours s'en méfier, montrent quand même que je pense qu'à un moment, il y a eu une fêlure qui s'est faite, et qu'en plus peut-être, et ça on l'a pas vu parce qu'on n'a pas tellement de témoignages sur la question, c'est qu'il y a vraiment eu une percée à un endroit, soit au sud-ouest, soit au nord-ouest, Ouais. et il y a eu peut-être une certaine forme de panique, c'est une interprétation personnelle, je dis pas que c'est la réponse, une sorte de panique quand ils ont vu que la nasse allait se fermer. Moi, je l'ai expliqué sur une carte, justement, il y a 2 mois, où il y avait 3-5 kilomètres, finalement, de brèches d'évacuation possibles, mais que cette brèche est en train complètement de se refermer à cause de l'offensive russe. Et je pense qu'il n'est pas invraisemblable qu'à un moment donné, certaines unités se sont dit il faut mieux s'en aller, parce que finalement, on va se faire prendre aux pattes.